Nouvelle-Calédonie, actualité. La SLN s'apprête à raccorder sa centrale temporaire au réseau électrique. Elle se donne 3 ans pour trouver une solution moins chère et moins dépendante des combustibles fossiles. Notre modèle énergétique est-il en faillite? Comment peut-il se réinventer? Nous ferons le point avec Jean-Gabriel Fagé, directeur de la société Enercal, qui présente elle aussi des difficultés. Dans votre feuilleton, nous irons à la rencontre de Sonia, paralysée d'un côté après un AVC. Elle mène un combat pour reprendre le volant. Il lui faut désormais s'adapter aux nouveaux équipements de son véhicule. Vous verrez que Sonia ne manque pas de courage. On ouvre avec ce mouvement annoncé pour demain. Des perturbations sont à prévoir dans les établissements scolaires et périscolaires du pays. Le syndicat de l'UTCFE-CGC prévoit un mouvement de grève générale dans la fonction publique. En cause, les fonctionnaires souhaitent une revalorisation de leur salaire face à la hausse de l'inflation, comme c'est le cas pour les fonctionnaires d'État depuis le 1er juillet 2022, soit une hausse de 3,5% du point d'indice. Nous reviendrons sur leurs revendications dans notre édition de demain. Politique, l'Union calédonienne donnait une conférence de presse aujourd'hui après son congrès à Bourail, l'occasion de préciser une feuille de route en opposition avec celle du gouvernement qui conduit le pays à sa pleine souveraineté en 2025. On écoute Pierre-Chanel Tutugoro, le secrétaire général de l'Union calédonienne. Il essaye d'avancer à marche forcée, en imposant son calendrier et sa méthode, démontrant ainsi qu'il ne tient pas compte des enseignements de l'histoire. C'est une voie qui ne peut déboucher que sur une confrontation. Et ce n'est pas une menace, c'est une alerte. Je tiens à vous le dire tout de suite. L'accord de Nouméa est un processus de décolonisation irréversible dont les dispositions fondamentales ne peuvent être remises en cause. Je parle là du corps électoral citoyen, des transferts de compétences, de la clé de répartition. Le FLNKS, mouvement de libération, restera l'unique interlocuteur de l'État français dans les discussions bilatérales pour mener à l'indépendance du pays. Le congrès du FLNKS mandatera les représentants du peuple kanak, peuple colonisé, pour qu'il engage des discussions bilatérales autour du contentieux colonial et l'accession à la pleine souveraineté. Pour le mouvement, les rencontres avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Jean-François Carenco à la fin du mois seront l'occasion de rappeler l'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie et l'importance de l'impartialité de l'État pour le maintien de la paix. À noter également que l'UC a fortement réagi au communiqué du comité des sages. Le parti dénonce le recadrage du comité en rappelant le poids de l'UC dans le monde politique calédonien. La CAT, la centrale accostée temporaire, sera raccordée au réseau électrique d'ici la fin de l'année. La centrale électrique plus que vieillissante de la SLN s'est arrêtée progressivement pour que les groupes électrogènes de la CAT prennent le relais. Que se passera-t-il après? On y répond dans l'œil de la rédaction. 3 ans, c'est le temps maximum accordé à la structure, mais alors que prévoit la SLN après en termes d'énergie? Voyez ce reportage de Océane Dacunia. Alors effectivement, là on est en face de la centrale accostée temporaire. On a 6 moteurs d'un côté, donc on a 6 cheminées, et 5 moteurs de l'autre côté. Quand je dis moteurs, ce sont des groupes électrogènes. Cette énergie donc fournie par les moteurs arrive dans la partie centrale et ensuite on a les câbles électriques qui partent. On a 6 câbles qui font le tour de l'usine de Doniurbo et qui vont alimenter les fours. Le raccordement de la centrale marquera aussi le début du décompte, 3 ans d'exploitation maximum, un délai court pour la SLN qui ne souhaite pas pour autant voir la centrale s'éterniser sur les quais de Doniurbo. 3 ans, vous avez raison, premièrement c'est l'autorisation qu'on a, on peut parler de plus dans 3 ans. 3 ans aussi, il faut voir que la CAT c'est une solution temporaire parce que économiquement c'est pas celle qui répondra à notre besoin de compétitivité. On a un coût de l'énergie globalement qui est identique à la centrale B actuelle. Donc c'est pas avec la CAT qu'on va réussir à pérenniser notre outil. Le prix du kilowattheure produit par la centrale temporaire avoisine les 15 francs, trop cher pour la SLN qui souhaite voir le prix du kilowattheure divisé par 3. Alors par quoi remplacer la centrale temporaire pour y parvenir?
Le choix appartient en fait au gouvernement, d'après une convention signée avec l'industriel en février dernier, mais la SLN a des pistes. La solution photovoltaïque, c'est la solution la moins chère, mais en même temps décarbonée. Si on l'adosse avec du stockage et de la sécurisation en backup avec du thermique au gaz, on a une solution qui techniquement, économiquement et industriellement tient la route. Concrètement, c'est des panneaux solaires avec des batteries qui permettent de stocker cette énergie quand il n'y a pas de soleil et d'avoir une continuité dans l'alimentation. Et à côté de ça, quand même des moyens thermiques au gaz pour sécuriser. Parce qu'il peut y avoir des semaines, comme on a eu dernièrement, sans soleil. Et il faut quand même qu'on garantisse à nos fours une alimentation stable. Parce que nos fours électriques, au-delà de 24 heures de coupure électrique, ne peuvent plus redémarrer. C'est vraiment ce mix-là qui fait qu'on va baisser les coûts du mix total. La SLN vise toujours un prix du kilowattheure situé entre 5 et 8 francs. Nous recevons ce soir Jean-Gabriel Fagette, le directeur général de la société Enercal. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'ici 3 ans, est-ce qu'il y a un plan pour accueillir les besoins en énergie de la SLN et des autres industriels ? Alors, les industriels de la métallurgie nous font part de leurs attentes en matière de coûts et aussi de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, puisque leur consommation d'électricité aujourd'hui sont une source d'émissions. Donc, dans ce contexte que l'on prend en compte, on a mené des réflexions pour le compte de la Nouvelle-Calédonie avec l'Agence calédonienne de l'énergie, avec la DIMINC, avec le gouvernement, pour définir la cible qui nous semble la plus appropriée pour répondre aux besoins des 3 industriels de la Nouvelle-Calédonie de la métallurgie. Et cette cible, elle est finalement celle qui était présentée dans votre reportage, bénéficier des coûts qui sont orientés à la baisse des productions photovoltaïques. Mais comme chacun le sait, cette production, elle est limitée dans le temps, sur quelques heures à peine par jour. Donc il y a la nécessité de concevoir des moyens de stockage. Et préférentiellement, de notre point de vue, ce sont des moyens de stockage hydroélectriques, préférentiellement à des batteries, dans la mesure où les coûts, au bout du compte, seront plus faibles et ces systèmes beaucoup plus durables. Et puis, comme ça a été dit aussi, cette cible, donc le système qui nous semble le plus pertinent pour répondre aux besoins des Calédoniens et de la métallurgie, c'est aussi une centrale au gaz pour pouvoir s'adapter aux besoins et répondre en cas de météo défavorable. Donc on a fait ces propositions au gouvernement et c'est au gouvernement qu'il incombe de prendre des décisions pour préparer cet avenir. Alors produire une énergie entre 5 et 8 francs le kilowattheure comme le demande la SLN, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Par rapport ou envisageable. Oui, par rapport aux conditions économiques que l'on connaît en ce moment, c'est un objectif particulièrement ambitieux dans un contexte où il y a beaucoup d'incertitudes encore sur le prix d'un certain nombre de composants de ce système. On a vécu et on vit encore des périodes très troublées en matière de coûts partout dans le monde et la Calédonie n'y échappe pas. Donc ça reste un objectif particulièrement ambitieux que nos simulations aujourd'hui ont du mal à atteindre. En tout cas, il y a encore beaucoup de travail à mener, mais on sait que c'est cette cible qui est susceptible d'atteindre cet objectif. Alors vous venez de nous parler de cette centrale au gaz partagée avec l'usine du Sud. Où est-ce que ça en est aujourd'hui si le gouvernement ne choisit pas cette option ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres options envisagées ? La solution pour répondre aux attentes des Calédoniens en matière de maîtrise des coûts et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est la même finalement que celle des métallurgistes. Et cette cible, elle est désormais assez bien définie en termes de puissance installée de sources photovoltaïques, de besoins en stockage et de centrales d'appoint qui garantira en toutes circonstances, et notamment avec une mauvaise météo, l'alimentation des Calédoniens et des métallurgistes. Donc on connaît la cible, il n'y a pas vraiment de question autour de ça. Maintenant, il faut réunir les conditions économiques pour rendre ces projets réalisables. Ils ont été étudiés ces 2 dernières années. On porte notamment
notamment une solution de stockage hydroélectrique qu'on appelle une STEP, une station de transfert d'énergie par pompage. On porte aussi le projet de conversion de la centrale de Prony Énergie, qui appartient majoritairement à Enercal et qui peut être modifié pour utiliser du combustible gaz en lieu et place du charbon et ainsi rendre les services qui sont nécessaires dans un contexte où il y aura beaucoup plus de photovoltaïque. Donc alors, les solutions sont connues. Alors, vous venez de nous dire que l'énergie coûte très cher et ça augmente encore plus depuis la guerre en Ukraine. Alors, est-ce que les Calédoniens vont payer la facture ? Alors les Calédoniens, et c'est une décision des gouvernements successifs, puisque c'est pas Enercal qui fixe les tarifs ou qui décide de la politique énergétique calédonienne, les Calédoniens ont bénéficié d'un tarif stable, sans augmentation, depuis 2008, et c'est en début d'année que le gouvernement a décidé d'apporter une correction à ce tarif qui n'avait pas évolué depuis 13 ans. Et une partie des Calédoniens, effectivement, est mise à contribution en ce moment, dans une période très particulière où on a vu les coûts de combustible qui sont encore majoritaires dans la production aujourd'hui de l'électricité pour les clients calédoniens, les 110 000 clients du système électrique. Et cette part étant assez significative, forcément, une augmentation des prix de combustible a un impact direct sur les coûts. Aujourd'hui, l'augmentation qui est en place depuis le mois d'avril résorbe une partie du déficit, mais malheureusement une partie seulement, puisque la crise à laquelle on fait face est extrêmement brutale, avec, à titre d'exemple, une multiplication par près de 5 du prix du charbon, ce qui était totalement inimaginable il y a encore quelques mois. Donc on est soumis à cette crise et on y fait face par un certain nombre de mesures d'économie, de report de certains investissements, mais il est vrai que le gouvernement aujourd'hui est parfaitement conscient de ce problème et travaille à des solutions et c'est bien l'enjeu des mois qui viennent. Jean-Gabriel Fagé, nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien et pourtant il y a encore beaucoup à dire. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Passons maintenant au troisième volet de votre feuilleton de la semaine. Hier, vous avez pu suivre Eric qui a eu la chance de pouvoir reprendre le volant rapidement après un accident médical. Pour d'autres personnes en situation de handicap, le chemin est plus lent. Sonia, paralysée du côté gauche après un AVC, a dû reprendre des cours de conduite après 30 ans de permis. Elle doit s'adapter aux nouveaux équipements de sa voiture et régulariser son document rose. Nous l'avons suivi durant l'un de ses derniers cours de conduite en ville. Un reportage de Océane Zobler. Je vais mettre ta béquille derrière. La dernière fois, on a travaillé des objectifs sur ta vision, la vision de gauche. Hein. Oui. Alors le but, c'est que tu arrives à le faire de manière autonome. Hein. Oui. De manière à ce que tu puisses tourner en toute sécurité pour toi, pour les autres. Ensuite, on continue à gauche. C'est parti pour 1 heure de conduite en ville. L'occasion pour Sonia de tester à nouveau ses aptitudes et ses réflexes. Paralysée du côté gauche, elle doit utiliser une boule au volant pour diriger la voiture. Néanmoins, Sonia peut toujours compter sur son pied droit pour freiner et accélérer comme d'habitude. On va à gauche. Donc Sonia, pense bien à la gauche et à la droite. On est allé à droite là. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Tant qu'on a mis le clignotant dans le bon sens, c'est bien. Alors tu changes pas, tu fais comme d'habitude, tes contrôles arrière, quand même, de manière régulière, même ici à l'intérieur, hein, comme tu fais d'habitude. Fais des belles trajectoires quand on tourne à gauche. Voilà. Donc là, tu vas te choisir la place, la première là, et puis on va se garer en marche arrière. Alors. Ça va? Dire qu'avec tous les travaux là, c'est un peu perturbant, mais ça va. J'étais en mission à Koné pour emmener Madame la sous-préfète et c'est sur Koné que j'ai fait mon AVC. Du coup, du CHN, il m'a évacué au Médipôle. Et arrivé au Médipôle, j'ai fait mon deuxième AVC. J'ai pas le droit de baisser les bras parce que je suis bien entourée.
et que j'ai des objectifs à atteindre, comme la conduite, faire un sport, ou faire du théâtre. C'est une sorte de liberté. Enfin, pouvoir me déplacer, qu'il faut être fort. Je sais que c'est pas facile parce que moi je me dis que tous les jours c'est un combat et qu'on va finir par gagner la bataille. Il me manque le bouton éjectable pour Jean-Bernard. Ça, il faut le rajouter. Donc on a fait notre heure. Tu vois que c'est pas du tout la même chose en agglomération que ce qu'on a fait en dehors de l'agglomération. On va continuer, on va travailler comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec une progression. Tu arriveras à une autonomie, à ce moment-là on demandera à la DI3T une petite séance un rendez-vous préalable. Sonia devra passer encore quelques heures de conduite avant d'être évaluée pour sa régularisation du permis. Pour les personnes en situation de handicap qui sont en capacité de conduire, des aides existent pour financer l'équipement du véhicule. Il bénéficie aussi de 1000 francs de moins pour les heures de conduite, soit 4500 francs de l'heure contre 5500 habituellement. Et demain, vous en saurez plus sur la régularisation du permis et l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap vers leur nouvelle vie avec Jean-Bernard Dalle que vous venez de voir dans ce reportage. Direction chez nos voisins australiens où de fortes intempéries ont frappé la Nouvelle-Galles du Sud, état du sud-est de l'Australie. Des pluies torrentielles qui se sont abattues pendant le week-end et ont fait monter les eaux pendant la nuit, isolant certaines villes et communautés. Les inondations ont contraint de nombreux habitants à se réfugier sur les toits. Pour rappel, en mars, des inondations sur la côte est ont causé la mort de plus de 20 personnes. En juillet, des dizaines de milliers d'habitants de Sydney ont reçu l'ordre d'évacuer lorsque des inondations ont de nouveau frappé la périphérie de la ville. Des scientifiques estiment que le changement climatique pourrait rendre les périodes d'inondation plus extrêmes. Dans l'actualité également, à Marais se déroule la 11e édition du Festival des arts scolaires sur le site de Tarémen, tribu de Touo. Les élèves ont travaillé sur le patrimoine culturel au travers l'expression artistique, un événement placé cette année sous le signe de la parole sacrée, thème en référence à la Covid-19 et ses conséquences. L'événement se poursuit demain. On écoute Wenish Beharouné, metteur en scène, suivi d'un extrait du spectacle. Nous, on pense beaucoup à nous, aux adultes. On crée beaucoup d'événements pour les adultes. Il y a peu d'événements pour les enfants. Il faut qu'ils connaissent d'abord nos histoires. Il faut arrêter maintenant de raconter les histoires d'ailleurs et que nous, on ne connaît pas nos histoires. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.